Ainsi donc, comme pour la loi de finances 2018, tout en étant d'accord sur les trois quarts du texte, la majorité sénatoriale n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la majorité de l'Assemblée nationale, alors même que les uns et les autres défendent globalement les mêmes intérêts. Des questions de positionnement politique en sont sans doute la rançon. Monsieur le Président, mes chers collègues, mon collègue Pascal Savoldelli a pointé pas plus tard qu'hier après-midi une réalité, celle de l'impôt progressif. 80% des Français ne payaient in fine que 16 à 17% de l'impôt sur le revenu, en tout cas de l'impôt progressif. La majorité de cet hémicycle estime cette situation anormale et propose donc un ensemble de mesures d'allègement des impôts qui touchent, au fil des amendements, des impôts immobiliers, l'activité des professions libérales, les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les sociétés ou encore les droits de mutation. Ce que ne dit pas la droite sénatoriale, c'est que ceux qui échappent pour tout ou partie à l'impôt sur le revenu subissent les 150 milliards de TVA, 130 milliards de CSG et les 40 ou 50 milliards de la fiscalité écologique, sans parler des droits sur le tabac, sur les alcools ou les sodas, par exemple. Ces 80% qui ne sont pas redevables partiellement ou totalement de l'impôt sur le revenu, ce sont aussi ceux qui vivent dans les quartiers populaires, dans nos cantons ruraux enclavés, dans les grandes villes soumises à la pression spéculative, là où le service public d'État est de plus en plus défaillant et rendu incapable de maintenir le lien social. Jean Jaurès a dit que le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Cette maxime est toujours d'actualité. Jusqu'il y a peu, j'ai été maire d'une de ces communes populaires où vivent des salariés, des familles, des ouvriers, des retraités, des gens modestes qui font clairement partie de ces 80% que vous voudriez imposer plus encore. Songez-y, le tiers des habitants de ma commune a déclaré en 2016 un revenu imposable inférieur à 10 000 €. Ils attendent à juste titre de l'action de l'État, des services publics, qu'elles permettent d'améliorer leur quotidien, la retraite paisible des aînés comme la réussite scolaire pour les enfants. Et heureusement que les plus hauts revenus participent à la solidarité nationale, et cela de façon d'ailleurs totalement insuffisante. Le problème, c'est que dans cette nouvelle loi de finances rectificative pour 2017, nous ne voyons pas grand-chose pour répondre à ces attentes, pour rendre justice. Sinon que ses auteurs ont beaucoup manié le décret d'avance et d'annulation dans un exercice budgétaire qui restera marqué par quelques faits essentiels. D'une part, la sous-budgétisation des contrats dits aidés. Cette situation a créé un émoi légitime à la rentrée scolaire 2017-2018, quand fut constatée l'impasse budgétaire ne permettant pas la reconduction de nombreux contrats valables jusqu'au terme de l'année scolaire précédente, celle-ci coïncidant avec la fin de la session électorale. L'ouverture de nouveaux contrats pour la rentrée ne doit pas faire oublier l'essentiel dans cette affaire. Pourquoi tant de collectivités locales et ou d'associations ont été dans l'obligation de passer par ce type de contrat pour pouvoir disposer de personnel intervenant en direct avec le public? Et par voie de conséquence, ne serait-il pas temps de passer de la gestion de contrats aidés à l'insertion professionnelle réelle, singulièrement par la voie de concours normaux de la fonction publique, là où il faut recruter, que ces recrutements soient nécessaires dans l'intérêt général? Alors recrutons. C'est certes là de la dépense publique, mais elle vaut bien pour le coup les dispositifs type CICE qui créent ou maintiennent un emploi pour 320 000 € pièce. Et ces effets sur le pouvoir d'achat des familles sont autrement plus pertinents que bien d'autres. Pour le reste, la situation sociale est suffisamment détériorée dans notre pays pour que le budget de l'État ait encore été sollicité, par exemple, pour financer l'allocation adulte handicapé. Du côté des ouvertures de crédit, il nous faut quand même évoquer le problème de la croissance continue, tout au fil des années, des dépenses liées aux opérations militaires extérieures, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la présence de nos troupes au Mali,
en Syrie, au Centrafrique ou en Afghanistan et autres. Sans débattre du bien-fondé de telle ou telle intervention, je crois, comme les membres de mon groupe, que la France fasse autre chose au-delà de ses frontières. Il est grand temps que la politique extérieure de notre pays fasse place au développement des pays du Sud, que nous aidions véritablement ces pays à sortir des difficultés qu'ils connaissent. La jeunesse des pays dits pauvres est suffisamment riche de potentiel et d'idées pour que nous l'aidions à construire un avenir plus radieux pour eux comme pour nous. Luttons contre la spéculation financière et augmentons l'aide au développement, comme l'a maintes fois recommandé ici mon ami et collègue Éric Bocquet. Parlons maintenant de la retenue de l'impôt sur le revenu à la source, grande mesure fiscale de ce collectif. Nous avons dit lors des débats notre opposition à cette mesure. Elle pose des problèmes de confidentialité. Que va-t-il se passer demain dans certaines entreprises quand deux collègues ne seront plus payés pareil pour le même poste? Elle rompt la relation entre l'administration et le contribuable, fondamentale dans l'état actuel des choses. Comment justifier de la plus grande efficacité de la retenue à la source alors que l'impôt sur le revenu est recouvré à hauteur de 98%, notamment par la mensualisation? Signalons que les fraudes constatées portent en général soit sur des revenus d'activité non salariés, soit sur des revenus d'origine étrangère. De plus, cela ne dispensera pas le contribuable de faire une déclaration de constatation en fin d'année, ni de continuer de devoir produire tout justificatif possible et imaginable pour faire valoir ses droits. Ce retour à la source n'améliorera en rien la justice fiscale et nous maintenons à notre opposition à cette innovation inutile. Restent quelques dispositions sur l'évasion fiscale qui, par leur faiblesse, montrent l'ampleur du chemin à parcourir et l'ambiguïté des procédures actuelles. L'affaire HSBC qui a acquitté 300 millions d'euros pour préserver son 1,6 milliard Chers collègues, vous avez dépassé le temps depuis bien longtemps. La duplicité du système actuel. J'ai presque fini. Il y en a d'autres qui ont déjà dépassé. Nous voterons donc contre ce projet de loi de finances rectificative aggravé, je dirais pour le principe, par une droite sénatoriale Merci, chers collègues. Et qui lutte pour se différencier du pouvoir actuel. Merci.